troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Daouda Attal, Jean-François Kandji-Kombé et Alfred Chongo. Et tout de suite, en Côte d'Ivoire, la Coalition nationale pour le changement a tenu ce samedi son premier meeting. Cette alliance de plusieurs partis et figures politiques opposées au président Alassane Ouattara souhaite représenter l'alternative au pouvoir en place pour l'élection présidentielle de 2015. Lisa Siakizimana. C'est un pari réussi pour la CNC, Coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire. Le premier meeting de cette alliance des partis politiques de l'opposition et plusieurs figures politiques s'est tenu ce samedi 20 juin à la place Figayo à Yopougon, dans la ville d'Abidjan. Un rassemblement qui a réuni plus de 3000 partisans. Sur une élection, sur une campagne électorale, sur un scrutin équitable au cours duquel il y aura eu un vote, pourra permettre de savoir s'il y a eu adhésion. L'observateur que nous sommes peut donner une indication, mais sur des élections, et au-delà de la mobilisation de la guerre des cibles, seul dans les urnes, le résultat qui sortira permettra de savoir ce qui peut être arrivé. Mais on ne peut pas le prédire à 100%. Ce meeting de Yopougon fait partie de la liste des 3 grands meetings annoncés par la CNC. Le prochain grand rassemblement se tiendra samedi 27 juin à Koumassi et un autre est prévu le 8 juillet sur la place de la République dans le quartier du Plateau à Abidjan. Une manière de tester la popularité de la coalition à quelques mois de la présidentielle prévue en octobre. Nos ambitions sont très simples. Le changement démocratique en Côte d'Ivoire pour amener définitivement la paix. À travers ces meetings, la CNC souhaite mobiliser les électeurs en vue de la prochaine présidentielle. La coalition est composée de cadres de l'opposition et de frondeurs de partis de la majorité. Jean-François, que vous inspire cette coalition pour le changement qui présente quand même une alliance très particulière puisqu'elle réunit des personnalités du Front populaire ivoirien et du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Je pense, comme notre commentateur l'a dit tout à l'heure, que bon, on peut pas être dans la prédiction, il faut attendre les élections, mais en même temps, j'observe quand même que ce mouvement qui semble prendre, si on tient compte de des images que nous avons et de ce que nous lisons, qui semble prendre est un mouvement sans tête. C'est un mouvement qui a plusieurs têtes, ce qui revient à la même chose. Parce que pour les élections présidentielles, on ne va pas présenter plusieurs candidats pour un même mouvement. Et à l'approche, alors que nous sommes très proches des élections présidentielles, je ne vois pas trop comment ce groupement-là va arriver à faire émerger quelqu'un qui obtienne un consensus absolu autour de lui, d'autant plus que la coalition se forme quand même sur la base d'un non-dit de leur vrai chef. Pour certains, leur vrai chef se trouve à La Haye. Voilà. L'ancien président. Ouais. Et nous savons que nous pouvons leur prédire qu'il ne sera pas libéré pour les élections présidentielles. Donc nous avons tous ces éléments-là qui sont en train de jouer. C'est un mouvement intéressant. Je pense que c'est peut-être un mouvement qui va finir par composer le paysage politique autrement après les élections présidentielles, mais le calendrier électoral ne leur permettra pas, dans les conditions que nous voyons aujourd'hui, d'émerger, me semble-t-il. Alfred, cela semble difficile qu'une coalition aussi hétéroclite présente une candidature unique à la présidentielle. Le terme que vous utilisez, Fanny, est très intéressant, hétéroclite. C'est très compliqué. Un serpent à plusieurs têtes, on sait ce que c'est une monstruosité. Et que donc là, en l'occurrence, on voit le FPI, etc. Mais quel FPI ? Puisque, pour le coup, on peut dire il y a un certain nombre qui sont là du PDCI qui sont contre Alassane Dramane Ouattara, mais et ceux du FPI sont plus contre Finguessan, alors que lui se considère comme le représentant légitime, et que donc une association des opposants, des contres, a rarement la possibilité justement de pouvoir aller jusqu'au bout, parce que l'épreuve de la présidentielle est intéressante dans ceci que les ambitions des uns et des autres à un certain moment finissent par surgir. Et donc qui sera le représentant de cette coalition ? À partir de là, on verra effectivement si réellement ce mouvement peut être crédible par rapport à Alassane Dramane Ouattara. Mais si on dépasse cet aspect factuel, on peut aller encore plus loin, dire que plus il y a
des candidatures contre Alassane Dramane Ouattara, mieux c'est pour lui finalement. C'est qu'au fond, il y a le FPI qui est découpé en plusieurs, divisé, etc., le PDCI, et donc pour lui c'est tout bénéfice. Mais on verra donc effectivement d'ici octobre ce que ça va donner. Merci. Dans l'actualité également, le Nigeria connaît régulièrement des pénuries de carburant ainsi que des coupures de courant récurrentes. Le pays est pourtant le premier producteur du continent de pétrole, un problème énergétique qui pèse de plus en plus sur l'économie nigériane. Birama Saonera. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria connaît néanmoins des problèmes d'électricité majeurs. Une situation que des observateurs justifient par des décennies de corruption et de mauvaise gestion. Des pannes d'électricité et une mauvaise fourniture d'énergie sont monnaie courante dans le pays. Dans le but de stimuler l'offre, l'État a confié la charge des entreprises énergétiques et des sociétés de production à des opérateurs privés. Mais la situation reste la même. De nombreuses sociétés de distribution ont déposé le bilan pour cas de force majeure, ce qui signifie qu'elles ont constaté qu'il y avait un problème. Pourquoi? À cause d'une incertitude réglementaire, ils estiment que ce qu'ils ont vu de la commission de réglementation au début quand ils étaient en concurrence n'est pas ce qu'ils reçoivent maintenant. Ainsi, un organisme de réglementation doit juste être stable et aller de l'avant afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réglementation. Cela fait partie du problème. Ensuite, certains des investisseurs peuvent avoir pensé que c'était juste un secteur où aller et se faire de l'argent. Mais il n'en est rien. Il y a beaucoup de travail. La distribution de l'électricité est la tâche la plus ardue. La fraude, autre problème qui sévit dans le secteur de l'électricité au Nigeria. Certaines personnes évitent de payer l'électricité en falsifiant leurs compteurs, un comportement qui a coûté cher à de nombreux distributeurs. Depuis 1999, le Nigeria a investi près de 20 milliards de dollars pour étendre sa capacité énergétique. Cependant, le pays produit seulement 4000 MW d'énergie, insuffisant pour couvrir les besoins du pays le plus peuplé d'Afrique. La compagnie de distribution de l'électricité doit réduire les pertes liées aux fraudes pour plus d'efficience. Selon les experts, les pertes représentent près de 50% de la production totale. Quand nous serons capables de ramener ces pertes à un taux de 20 ou 15%, il n'y aura plus de crise énergétique. Les experts estiment que le manque d'électricité est un énorme obstacle au développement de l'Afrique. Pour faire face à la crise énergétique dans l'espace CEDEAO, des acteurs de l'industrie de l'énergie, des experts et des responsables gouvernementaux se sont réunis à Lagos, au Nigeria, les 16 et 17 juin 2015. L'objectif de ce sommet ouest-africain de l'énergie était de discuter des défis et des solutions possibles en vue d'améliorer l'approvisionnement en électricité dans la région et attirer davantage d'investisseurs. Daouda, dans le reportage, on parle de la corruption et de la mauvaise gestion comme les causes principales de ce problème énergétique au Nigeria. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui, tout à fait, puisque c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. On sait très bien que la corruption gangrène le Nigeria, et puis notamment des personnes, des fonctionnaires ont été accusés, impliqués dans différentes, dans la corruption. Donc ça reste un vrai problème. Et sans la bonne gouvernance, aucun pays ne peut se développer. Si la richesse que le pays produit est partagée par un petit groupe au détriment des autres, effectivement, il ne peut pas y avoir développement. Et faisons attention à cette croissance notamment, puisque la croissance peut être un élément d'accroissement des inégalités également, puisque le surplus de croissance est capté par un petit groupe. Et si ce n'est pas bien réparti, ou si il n'y a pas d'accès à la chaîne de valeur productive, si on ne permet pas l'accès aux populations les plus défavorisées. Donc l'énergie, pour revenir sur le sujet, reste le point noir, la zone sombre dans tous les plans de développement. Aujourd'hui, plan émergent ou plan simple de développement ou plan de réduction de la pauvreté dans tous les pays. Ça, c'est un fait. Un pays comme le Nigeria, qui est la première économie d'Afrique, on connaît son potentiel de production du pétrole, et donc c'est l'énergie fossile, n'arrive pas à couvrir correctement les besoins de quasiment la moitié de sa population. Ça reste quand même un problème à ce niveau-là. Donc la corruption est un élément. La bonne gestion des ressources publiques, également les facteurs de production qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de facteurs qui seraient difficiles de développer en peu de temps, mais effectivement là c'est la principale cause.
Jean-François, le nouveau président Muhammadu Buhari a déclaré que la situation énergétique du Nigeria était une honte nationale. Les mots sont forts, mais est-ce qu'ils traduisent la réalité ? Ils traduisent une réalité qui remonte, qui plonge ses racines loin dans le passé, notamment dans le domaine de l'énergie. Je pense que tous les États, pas seulement d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, jusqu'en Afrique centrale, on sait que le commerce sauvage du pétrole, il y a une filière qui vient depuis des décennies, qui vient de ce pays, mais c'est pas seulement le commerce de l'énergie, c'est toute la structure, toute la chaîne d'une certaine manière, toute la chaîne de l'exploitation jusqu'à la transformation qui est affectée. Nous savons qu'il y a une grande partie de la production nigériane, une bonne partie, je ne sais pas à combien cela s'évalue, mais au moins jusqu'à 20% de la production nigériane qui est extraite sauvagement par des groupes. Et il y a même derrière, au tout début de Boko Haram. Au tout début de Boko Haram, on a vu se profiler ces enjeux-là également. Il n'y avait pas seulement qu'une question religieuse. Donc on est dans ce contexte-là et c'est vrai que c'est une honte pour un pays, pour le Nigeria, c'est son président qui le dit, mais c'est une honte aussi dans tous les autres pays parce que nous avons cette déstructuration-là dès lors qu'il s'agit d'énergie, qu'il s'agisse du pétrole ou qu'il s'agisse des autres formes d'énergie, nous avons une captation par un petit nombre et cette captation-là produit des effets totalement déstabilisants. Bon, il faut espérer que, comme le nouveau président Buhari a comme un de ses objectifs majeurs de lutter contre la corruption, peut-être qu'il arrivera à endiguer un tout petit peu cet élément qui est aussi une des caractéristiques malheureuses de l'économie nigériane. Alfred, à côté de ces problèmes de corruption, de mauvaise gestion, est-ce que les capacités de raffinage du Nigeria, qui sont très faibles, ne posent pas aussi problème ? Alors Fanny, mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. L'énergie fossile, donc le pétrole, mais à côté le gaz, et puis les énergies électriques. On a entendu dans le reportage dire que 20 milliards de dollars ont été consacrés au secteur de l'énergie et pourtant les Nigérians n'accèdent pas à l'électricité. Mais ce qu'on ne dit pas, en dehors des facteurs qui viennent d'être évoqués, c'est aussi la vétusté des équipements. C'est la vétusté des infrastructures qu'il faut mettre ou remettre aux normes pour éviter justement les pertes. Produire 4000 mégawatts, alors que la seule industrie nigériane aurait besoin de 10 000 mégawatts. Si on ajoute maintenant la population, ça signifie qu'il y a là une insuffisance chronique. Mauvaise gestion des ressources et mauvaise répartition pour permettre justement que, au village par exemple, on ait l'électricité. Et là, on rejoint les autres facteurs qui ont été évoqués ici. Donc je pense effectivement que pointer la question de l'énergie, c'est vraiment le point noir, l'un des points noirs en tout cas de la politique nigériane, mais on a bien fait d'étendre la question à tous les autres pays africains, c'est la même chose au niveau de l'accès à l'électricité. Alors que dans les objectifs du millénaire, ça faisait partie de l'un de ces objectifs-là, l'électrification, parce que l'électrification, c'est à la fois l'industrie, c'est à la fois l'accès à l'eau, à la santé, etc. Ça entraîne toute une série de choses, c'est le travail, etc. Or, avec des déficits comme ça, on reste dans des situations critiques, comme on le voit. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. PSA, Peugeot, Citroën vient de signer un accord avec le gouvernement marocain pour la construction d'une usine à Kenitra, sur la côte ouest du pays, pour un investissement de 557 millions d'euros. Le futur site industriel assemblera des citadines et des modèles compacts pour l'Afrique et le Moyen-Orient à compter de 2019. Ce sont 4 500 emplois directs et 20 000 emplois indirects qui devraient être créés. Daouda, cette implantation de cette usine Peugeot-Citroën, est-ce que
que ça va être réellement bénéfique à l'économie marocaine? Oui, tout à fait, je le pense, Fanny, parce qu'en termes de création d'emplois, ce sera très intéressant pour le Maroc, d'autant plus que Renault, le concurrent, l'autre français en tout cas, s'est déjà installé à Tanger et ça a commencé à montrer ses fruits, ce type de politique. Donc ça fait partie de la politique du Maroc de relancer son industrie. Et c'est une bonne chose en termes de création d'emplois et en termes de recettes fiscales pour l'État. Maintenant, il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire qu'il faut aussi exiger le transfert de compétences, comme le font les pays asiatiques, notamment la Chine ou l'Inde. À ce niveau-là, je pense que c'est ce que le Maroc pourra gagner à terme de façon pérenne. Jean-François, une réaction par rapport à cette implantation? Daouda l'a enlevé de la bouche. Hein. C'est le transfert de technologie, notamment. Et moi, je m'en tiendrai à un rêve. Je rêverais d'avoir une voiture africaine, produite en Afrique par des Africains, grâce à toutes ces technologies qui viennent s'implanter chez nous, mais qui repartent également et qui ne prennent pas racine chez nous. Donc c'est juste un rêve. Avant de partir, j'aimerais monter dans un véhicule comme ça, aller au village, et voilà. Vous avez le même rêve, Alfred? Alors, moi, pourquoi pas? Mais non, mais je dirais simplement, effectivement, que, mais par rapport à ce que nous avons dit d'Aliko Dangote, hein, effectivement, c'est un vrai challenge. Mais pour le Maroc, le fait que ces entreprises, ces industries de l'automobile s'implantent au Maroc, c'est la reconnaissance aussi du savoir-faire marocain, technique, hein, la main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs, etc. Et donc c'est une bonne chose aussi pour le Maroc. Mais en même temps, pour les Français, je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, puisque voilà, c'est des formes de délocalisation en même temps. Mais tant que ça peut permettre au Maroc justement d'avoir, de régler en partie la question de l'emploi, et puis, ouais, il y a une répartition. On a dans le nord, hein, Tanger, ben voilà, une usine. Là, dans l'ouest, ben oui, Kenitra. Il y a eu de fortes concentrations au niveau de Marrakech, un peu au centre, et puis Casablanca, et puis Rabat. Donc le Maroc essaie justement de favoriser ces différentes régions, en tout cas, de résorber un peu le chômage par l'implantation des usines comme ça. C'est une bonne chose pour la coopération franco-marocaine, et puis à terme pour le Maghreb, et puis pour l'Afrique. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré à l'industrialisation du continent. Daouda, merci d'avoir été là. Merci Fanny, toujours le même plaisir d'être ici, et puis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Jean-François, merci également. Bonsoir Fanny, merci de votre accueil, toujours chaleureux, et bonsoir à toutes et à tous. Et Alfred, merci. Merci Fanny, très heureux de vous avoir retrouvé sur ce plateau, et puis mes très chères téléspectatrices aussi. Je leur souhaite encore, pour celles qui font le ramadan, bon ramadan. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.